retrouver pour ce nouveau podcast Bourse Hebdo, l'analyse de la semaine qui s'achève et le programme de ce qui nous attend la semaine prochaine. La semaine qui s'achève donc a été marquée par plusieurs sujets, le sujet des PMI, des indices d'activité en zone euro, la question des résultats d'entreprise, notamment aux États-Unis avec les géants de la tech qui ont publié cette semaine avec des fortunes différentes, on va en reparler, la publication également des chiffres de la croissance américaine au premier trimestre. Là aussi, on va détailler ces chiffres parce qu'ils sont assez intéressants par rapport à des questions de prix, de dynamique économique et aussi potentiellement de posture de la Fed par rapport à ces indices de prix. Et on parle évidemment des chiffres d'inflation PCE qui ont été publiés en cette fin de semaine. Il est 17h au moment où j'enregistre ce podcast, nous sommes vendredi. Et donc on va reparler de tous ces éléments-là dans le podcast qui commence tout de suite. Et on terminera donc tout à l'heure par le programme de la semaine prochaine. On va donc commencer déjà par un petit point sur les indices d'activité en zone euro qui ont été publiés cette semaine, les fameux indices PMI. Pour faire simple, on va retenir deux grosses lignes. Le PMI composite pour la zone euro, c'est-à-dire les indices d'activité anticipés, donc sont des indicateurs avancés. La partie composite qui inclut tous les items, manufacturiers, services, construction et autres, eh bien, s'améliore encore par rapport au mois précédent. Donc, ce qui est la traduction qu'une dynamique semble se remettre en route au niveau de la zone euro. On a un PMI qui est ressorti composite, un peu au-delà de 51, donc ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et donc, plutôt une bonne nouvelle aussi pour l'activité dans les mois à venir, dans les trimestres à venir de la zone euro. Il y a toutefois donc une division dans ces PMI. Il y a toujours un segment manufacturier, l'activité manufacturière en zone euro qui est toujours contractée. On a des PMI qui sont toujours fragiles du côté de l'Allemagne notamment, dans la zone des 42. Donc on rappelle que c'est 50 qui marque la zone de contraction par rapport à l'expansion. Donc à 42, on est vraiment toujours sensiblement contracté en Allemagne. Pour la France aussi, c'est toujours dans une situation un petit peu moyenne. Mais en revanche, c'est sur la partie des services que ça va nettement mieux pour l'Allemagne notamment. Et donc c'est ce qui ressort aussi globalement de la zone euro. En gros, c'est vraiment deux types d'activités. Bien dans les services, ça se maintient, ça accélère même un petit peu. Et dans le segment manufacturier, c'est toujours relativement sensible. Mais ça devrait quand même s'améliorer un petit peu avec les questions de... Alors, progressivement, mais les questions de baisse de taux à venir. On voit aussi que les prix de l'énergie, notamment le gaz, par exemple, les prix du gaz naturel en Europe sont revenus depuis déjà quelques temps sur des niveaux normaux. Donc voilà, il y a quand même des éléments comme ça assez appréciables pour l'industrie européenne qui devraient en bénéficier un petit peu. Et puis aussi les signaux sur la Chine qui sont un petit peu moins mauvais depuis quelques temps. Ces signaux sur la Chine, sur les indices d'activité en Chine, sur la balance commerciale chinoise également. Donc ça pourrait aussi profiter à l'activité en Europe et notamment en partie l'activité manufacturière, selon certains segments évidemment, qui sont moins concurrencés que d'autres par la Chine. Ça, c'était le premier point. L'autre point qu'il faut retenir de cette semaine, ce sont les résultats d'entreprise, aux États-Unis notamment, avec des fortunes diverses, on le disait, pour les géants de la tech. D'un côté, Meta qui a publié des résultats, de bons résultats. Il n'y a pas eu de problème sur les résultats en tant que tel, mais ce que le marché n'a pas aimé, c'est que les projections, la guidance en fait de Meta sur l'activité à venir, c'est une anticipation d'une croissance des revenus un peu plus faible que ce que le marché attendait. Toujours une croissance, attention, il n'y a pas de contraction des revenus, mais une croissance qui était plus faible que ce que le marché anticipait. Et Meta qui confirme en revanche des niveaux de dépenses d'investissement, de CAPEX, plus importants que ce qui était légalement prévu par le marché. Donc ça n'a pas beaucoup plu parce que forcément la question qui se pose dans ces cas de figure-là, c'est que si on considère qu'on va faire un peu moins de croissance des revenus, mais une plus forte croissance des dépenses, c'est qu'il faut un degré de certitude assez élevé. Il faut s'assurer que les revenus à venir, les revenus futurs tirés de l'intelligence artificielle, parce que les grosses dépenses d'investissement portent sur ce volet-là aujourd'hui chez la plupart des géants de la tech. Et donc désormais, c'est la question de la vitesse, de la rapidité de monétisation de tous les services liés à l'intelligence artificielle chez les particuliers et l'adoption par les entreprises qui va être importante. Quand on investit beaucoup dans une boîte tech, c'est aussi ça qui génère la croissance future, à condition d'avoir vu juste effectivement sur le degré d'adoption et la vitesse d'adoption de ce pourquoi on investit lourdement. Donc ça a porté assez préjudice cette semaine à Meta. En revanche, n'a pas posé de problème du côté de Alphabet et de Microsoft, où là, comme les projections étaient plus optimiste de ce côté-là en termes de croissance des revenus côté Microsoft et de très bons résultats d'Alphabet notamment. Là, la bourse l'a plutôt bien accueilli. Ce qui a beaucoup plu également du côté d'Alphabet, c'est que pour la première fois de son histoire, le groupe américain va distribuer un dividende qui n'est pas forcément très élevé, mais c'est symbolique. On va commencer à verser les dividendes. Signe aussi peut-être que la croissance assez fulgurante qu'on a observée depuis des années, va peut-être pas forcément être aussi extraordinaire dans les années suivantes et que donc
désormais verser un dividende est aussi un moyen de fidéliser un actionnaire qui n'a pas forcément besoin de ça pour être fidèle quand on voit les performances du titre. Mais voilà, c'est parti un peu de l'histoire de ces groupes. Quelques-uns ont décidé, pas tous encore, mais de certains géants de la tech ont commencé à décider récemment de verser pour la première fois de leur histoire un dividende. Et puis aussi la question des rachats d'actions. Alphabet a annoncé 70 milliards encore de rachats d'actions, ce qui est absolument phénoménal. Donc ça contribue aussi à la bonne tenue du titre. Mais voilà, je retiendrai quand même une chose de ces publications-là, c'est qu'on commence à voir que dans certains cas, eh bien, les investisseurs commencent à prêter attention en fait à l'aspect vitesse de monétisation, vitesse avec laquelle les services d'intelligence artificielle permettront de générer du cash de manière ample, de contribuer beaucoup plus largement que c'est le cas aux résultats. Et ça va être un des critères de performance probablement dans les prochains trimestres, au-delà des questions de rachat d'actions ou de progression des revenus. C'est aussi quelle partie de ces revenus, quelle progression de ces revenus est tirée de l'intelligence artificielle pour justifier l'énorme niveau de dépenses. Je prends le cas de Microsoft par exemple, d'un trimestre à l'autre, les dépenses de Microsoft pour les dépenses d'investissement, le CAPEX, est passé de 11,5 milliards à 14 milliards. Et là aussi, c'était plus important que ce que les investisseurs, donc les analystes en tout cas, attendaient. Donc on voit que ce rythme de dépenses reste assez effréné, donc il va falloir que assez rapidement désormais ça paye, et ça paye bien pour ces grands groupes de la tech. Voilà pour ce qu'on peut tenir là-dessus. Ensuite, l'autre élément de la semaine important, ça a été les chiffres jeudi de la croissance américaine. Alors là aussi, il y a deux gros aspects. D'un côté, le PIB américain, la première estimation du PIB américain pour le premier trimestre est ressortie en dessous des attentes. On attendait un chiffre au-delà de 2%, on a eu 1,6%. Donc, ce n'est pas catastrophique, mais c'est moins bon que ce que le marché attendait, lié à des effets de stock, lié à des effets également de balance commerciale. Donc, ça joue un petit peu là-dessus. Mais il y a en revanche un autre volet qui, lui, a moins plu au marché lorsqu'il a été publié. Donc, tout a été publié hier, jeudi à 14h30, mais la réaction du marché initiale a été une réaction baissière. Pourquoi ? Pas tellement par rapport à ces questions, je pense, de PIB un peu moins bon. C'est aussi beaucoup par rapport aux éléments de prix du PIB. Il y a deux autres éléments qui ont été communiqués. L'indice des prix du PIB, qui est ressorti au-delà de ce que le consensus attendait, à 3,1%, dans un chiffre une progression un peu plus faible, et surtout il y a une progression assez significative par rapport au trimestre précédent. Mais l'autre élément que le marché n'a pas apprécié, encore une fois hier, et il s'est repris ensuite post-résultat de Microsoft et de Alphabet, ce que le marché n'a pas aimé, à ce moment-là, c'était la question de l'inflation core PCE mesurée pour le premier trimestre. Et on va parler après de l'inflation PCE, notamment cœur, qui a été publiée là aujourd'hui vendredi, cette fois-ci que pour le mois de mars. Mais sur la partie du premier trimestre globalement, les chiffres qui ont été publiés à 14h30 en même temps que le PIB, eh bien, ont montré que l'inflation core PCE au premier trimestre, à 3,7 ou 3,8, j'ai plus le chiffre précis en tête, je crois que c'est 3,7%, était très nettement supérieur au consensus qui était de 3,4%. Donc ça n'a pas trop plu au marché, et surtout c'était nettement supérieur au trimestre précédent. Et ça a provoqué d'ailleurs remontée des taux à nouveau, on a battu à nouveau un point haut, enfin pas un point haut, pas un record, mais le taux 10 ans américain à la suite de ces chiffres jeudi, sur ces composantes de prix, eh bien, est monté à des niveaux qu'on n'a pas vus depuis le mois de novembre, à 4,74%, si je ne me trompe pas. Donc, sachant qu'en décembre dernier, on rappelle, on était retombé à 3,8%. Donc il y a quand même un sacré bout de chemin qui a été parcouru par les taux à la hausse ces derniers mois. Et les chiffres qu'on a eus hier notamment ont accentué ce sentiment qui plane depuis déjà plusieurs semaines, d'une résilience et on va parler dans quelques instants, d'une résilience sur les indices de prix aux États-Unis, que ce soit CPI ou PCE, ces deux grosses mesures de l'inflation aux États-Unis, aussi des tensions que l'on mesure toujours sur le marché du travail. On voit que, en tout cas jusqu'à présent, il n'y a pas de faiblesse particulière du marché du travail. Et comme les deux mandats de la Fed, c'est l'inflation et c'est l'emploi, s'il n'y a pas plus de faiblesse que ça sur l'inflation et que le marché de l'emploi reste robuste, eh bien, il n'y a pas de raison que la Fed se presse pour baisser les taux. Et c'est ça aussi qui a fait que les taux sont très nettement redressés, le 10 ans américain, le 2 ans américain, que ce soit les taux courts ou les taux longs, sont très largement redressés. Parce que justement, pas assez de progrès sur le front de l'inflation et un marché de l'emploi toujours résilient. Alors ça, c'est très bien pour les Américains. Un marché d'emploi résilient, on a des salaires, on peut consommer. Et on le voit d'ailleurs, la consommation reste toujours robuste pour l'instant. Mais de l'autre côté, eh bien, forcément, ce n'est pas un environnement qui est hyper favorable pour ralentir les pressions sur les prix. Et c'est ce que l'on voit sur les publications des derniers mois, aussi bien sur la partie CPI que la partie PCE, ces deux mesures distinctes de l'inflation. Donc voilà ce qu'on pouvait dire de cette partie
des chiffres de jeudi. Et puis aujourd'hui, donc vendredi, au moment où j'enregistre ce podcast, eh bien, c'est quelques heures après la publication des chiffres PCE, cette fois-ci pour le mois de mars. Et là, le constat est exactement le même. On a un rebond de l'inflation PCE globale, c'est-à-dire tous les éléments d'inflation, tous les items d'inflation agrégés. On est sur un rebond de l'inflation PCE. On est à 2,7%, j'ai encore le chiffre en tête, mais c'était supérieur donc à ce que le consensus attendait, et c'était aussi supérieur, on était à 2,5% sur le chiffre précédent, donc il y a une petite accélération comme ça de l'inflation PCE, pas dramatique à 2,7, hein, mais donc la tendance n'est plus à l'amélioration. Voilà, c'est ça qu'on constate depuis quelques temps. Et puis idem pour la partie core PCE, ça c'est la mesure la plus surveillée par la Fed, c'est la mesure d'inflation de laquelle on enlève l'alimentation et l'énergie. Le chiffre est ressorti en données annuelles, hein, 12 mois, on est ressorti à 2,8%, le consensus attendait 2,7 et 2,8, mais c'est exactement ce qu'on avait le mois précédent. Et si on regarde encore le mois d'avant, c'était 2,9, et encore le mois d'avant, c'était 2,9. C'est-à-dire qu'en l'espace de 4 mois, on a fait des progrès de seulement 0,1% sur la mesure d'inflation préférée de la Fed. Donc, évidemment, 2,8 ou 2,9, ce n'est pas la fin du monde. On était monté sur cette mesure d'inflation à plus de 5%. Il y a quelques temps de ça. Donc évidemment, des progrès significatifs ont été réalisés depuis, mais on est dans le fameux dernier kilomètre que la Fed, expression que la Fed a repris à plusieurs reprises, et on voit bien que ce dernier kilomètre, il n'est pas simple à faire, que la vitesse de progression de ce dernier kilomètre, elle est beaucoup moins bonne que la vitesse de progression et que la vitesse d'amélioration de l'inflation observée en 2023. Et c'est des choses dont Jérôme Powell lui-même a parlé il y a quelques jours, hein, qu'effectivement il aimerait voir plus de chiffres et une cadence comme celle qu'on avait en 2023, une cadence d'amélioration. Et là on voit bien qu'il y a une amélioration qui est anémique, hein, depuis quelques mois, c'est la grosse résilience de l'inflation, qui n'est pas sur un niveau, encore une fois, dramatique. De 8 ou de 9, on n'est pas figé sur des niveaux de 5, voilà, c'est pas non plus la panique. Mais la Fed a un mandat. Le mandat, ce n'est pas de 8 ou c'est pas de 9, c'est 2%. Et tout réside là, en fait, hein, dans les choix de la Fed. C'est que, non pas que l'on craigne que l'inflation reparte comme ça sur les chapeaux de roue, il n'y a pas grand-chose qui justifierait ça ou qui permettrait de le craindre à ce stade, mais plutôt eh bien, une Fed qui tarde à baisser ses taux parce que pour l'instant, son mandat, les éléments de son mandat ne lui permettent pas d'accélérer sa réflexion sur la baisse de taux. L'emploi se tient bien et l'inflation, malheureusement, n'est pas dramatique, mais elle est résiliente sur le niveau actuel. Et il faut donc avoir d'autres éléments de prix, d'autres publications pour avoir un peu plus confiance, pour reprendre les termes de la Fed, hein, dans le retour de l'inflation vers les 2%. Et c'est ça qui déclenchera les premières baisses de taux. Dernier élément, alors, au moment où j'enregistre ce podcast, donc je vous rappelle, il est à peu près 17h, on attend donc là, après la clôture des marchés en Europe, des publications, hein, de Moody's notamment, sur la note de la France. Alors oui, je crois que c'est Moody's, hein, j'ai un petit doute là-dessus, mais en tout cas, on aura des agences qui vont, une ou plusieurs agences qui vont communiquer ce soir. J'aurais dû regarder, je suis désolé pour le manque de précision, mais en tout cas, il y aura au moins une agence qui va communiquer ce soir sur la France, en fait, hein, sur la note de la France, dans un contexte où hein, les questions budgétaires se sont dégradées ces derniers temps. Donc voilà, c'est un petit élément à surveiller quand même. Il n'y a pas quand même de stress majeur à ce stade, hein, sur les spreads en zone euro, France-Allemagne ou Italie-Allemagne. Voilà, il n'y a pas d'inquiétude palpable. Mais voilà, c'est quand même un élément à surveiller. Ça fait partie des choses macroéconomiques que l'on doit quand même que l'on doit surveiller par rapport à ces questions de trajectoire budgétaire. C'est la fin du quoi qu'il en coûte désormais en Europe depuis quelques temps. Et voilà, peut-être que Moody's ou les agences qui vont communiquer indiqueront que les progrès ne sont pas suffisants, ça très probablement. Donc on verra la nature du communiqué ce soir sur la note de la France. Pour la semaine prochaine, un programme, alors même si c'est mercredi, jour férié, ça va quand même être une bonne grosse semaine la semaine prochaine en termes d'éléments notamment importants, encore une fois, pour les choix de la Fed, pour la trajectoire des taux aux États-Unis. Alors ça va commencer, lundi sera assez calme, on aura des chiffres d'inflation en Allemagne, bon ça c'est pas trop de suspense. La BCE est partie pour baisser ses taux en juin. Il faut vraiment des surprises extrêmes d'ici le mois de juin pour que la BCE ne procède pas à cette baisse de taux. Donc on saurait quand même les chiffres d'inflation en Allemagne, mais normalement, pas de surprise majeure de ce côté-là. Les choses vont être plus importantes à partir de mardi. Mardi, il y aura pas mal de choses. Déjà, des indices d'activité en Chine. On l'a dit, il y a quand même plusieurs éléments plus positifs qu'il y a quelques temps en Chine. Les indices PMI en faisaient partie. On verra si ça se confirme encore une fois mardi prochain. On voit en tout cas que les indices chinois, les marchés actions chinois, ont un peu rebondi quand même depuis quelques semaines, un signe que la lecture que nous faisions de l'économie chinoise est aussi faite par les investisseurs. On a cette réappréciation très progressive, hein, mais sur certains indices chinois comme
Hong Kong, qui héberge les valeurs chinoises, comme l'indice Hang Seng notamment. Donc on verra mardi, on aura ces publications des indices PMI manufacturiers et non manufacturiers. Pour la Chine, on aura ensuite les chiffres d'inflation en zone euro. Donc là, c'est comme pour l'Allemagne. Normalement, on verra ce qu'il en est. Ce sera la compilation de tous les chiffres de la zone euro. Encore une fois, il faudra avoir des surprises extrêmes de ce côté-là pour remettre en cause les choix de la BCE de baisser les taux à partir de juin. On aura également des chiffres sur l'activité en zone euro, les chiffres du PIB pour le premier trimestre. Et c'est l'après-midi que ça va être plus important, je pense, pour les marchés, avec les questions à nouveau liées à des coûts, à des questions de prix. Là, au salaire notamment, on aura un chiffre début d'après-midi aux États-Unis sur le coût de l'emploi aux États-Unis. Ça, c'est important. C'est par rapport à cette notion de salaire. Plus le coût de l'emploi est élevé, plus ça signifie que pour les entreprises, les salariés coûtent cher et donc que les salaires progressent encore à des rythmes importants. Et les salaires qui progressent à des rythmes importants, non pas que ça relance l'inflation, mais ça l'empêche en partie de revenir plus rapidement vers le 2%. Donc, ça, c'est un élément qu'il faudra surveiller par rapport au comportement des taux, par rapport au salaire, etc. Ensuite, on aura la confiance des consommateurs aux États-Unis, pas celle du Michigan. On l'a eu là aujourd'hui, celle-ci, mais celle mesurée par le Conference Board, donc c'est une autre mesure de la confiance des consommateurs aux États-Unis. On aura aussi un indice d'évolution du prix des maisons aux États-Unis, l'indice S&P HPI, donc Home Price Index, tout ce qui est, je crois que c'est le Case-Shiller même qui mesure les prix dans les 20 plus grosses villes américaines. Donc toujours un élément important à surveiller, notamment par rapport à ces questions de logement. On sait que dans la partie des services, les logements est un gros contributeur à l'inflation américaine. Donc voilà, c'est tout ce qui concerne encore une fois les questions de prix sur la partie logement aux États-Unis, c'est à surveiller. Donc ce sera mardi. Mercredi, ça y est, là, ça rentre dans le vif du sujet avec les chiffres ADP, premiers chiffres sur l'emploi en fait, qui vont commencer à arriver. Alors là, ce sont les chiffres de l'entreprise ADP, c'est une mesure privée, c'est un chiffre privé en fait. C'est une estimation de l'emploi généré aux États-Unis à partir de différentes fiches de paie, etc. Donc ADP gère une partie de la gestion des paies pour plusieurs millions d'Américains. Donc publie son chiffre estimé des créations d'emplois. On aura juste après les chiffres JOLTS, c'est-à-dire la mesure des emplois vacants. Plus il y a d'emplois vacants, plus le marché de l'emploi est tendu, plus les salaires progressent, donc moins bon c'est pour l'inflation. Et inversement, plus les JOLTS, plus les emplois vacants donc, diminuent, plus c'est un signe que le marché de l'emploi se détend, et c'est favorable aussi à des salaires qui progressent moins vite, donc favorable à un retour de l'inflation vers les 2%. Et mercredi, c'est férié chez nous, mais malheureusement il y aura quand même un gros truc le soir, eh bien c'est la Fed, décision de la Banque centrale américaine le soir, donc pas de baisse de taux évidemment du tout, mais justement voir par rapport à tous ces éléments qu'on décrit dans les derniers podcasts de résilience sur les prix ou autres, et même par rapport au discours récent qu'on a eu de Jérôme Powell ou de plusieurs membres de la Fed, est-ce que ce petit pas en arrière, on peut le qualifier ainsi, de la Fed ces dernières semaines par rapport à cet emploi résilient et ces chiffres d'inflation résilients, quelle posture de la Fed? Et ça va être un élément à surveiller de près. Donc, gros rendez-vous mercredi soir par rapport à la réunion de la Fed. Jeudi, les chiffres d'inscription hebdomadaire au chômage aux États-Unis. Là aussi, toujours une mesure de la tension ou pas du marché de l'emploi américain par rapport aux questions de salaire et d'inflation. Donc, et vendredi, on terminera par le fameux rapport sur l'emploi aux États-Unis. Toujours très attendu. Voilà. Mais comme on aurait la réunion de la Fed avant, on se verra quand même le rapport sur l'emploi évidemment, mais ce que dira la Fed mercredi, normalement ce sera quand même l'élément principal parce que du coup ça va devancer le rapport sur l'emploi. Non pas qu'il faudra parler d'un rapport sur l'emploi, mais je pense que la communication de la Fed de mercredi pourrait avoir un rôle important par rapport à ça, vu que ça arrive 48 heures avant le rapport sur l'emploi. Et on finira donc vendredi, je vous disais, rapport sur l'emploi et indice d'activité dans les services aux États-Unis, là où se concentre toujours la plus grosse partie de l'inflation, donc voir si l'indice dans les services ralentit, ce qui serait plutôt une bonne chose dans l'état actuel des choses. Activité dans les services qui ralentit aux États-Unis serait un bon signe pour le ralentissement de l'inflation vers le 2% et ouvrirait à nouveau la voie aux baisses de taux de la Fed. Donc vous voyez, la semaine prochaine, beaucoup d'éléments très orientés emploi, orienté indice de prix également, coût du travail, voilà, tous ces éléments-là, donc typiquement les éléments que surveille la Fed, et justement, tant mieux pour nous, on aura l'avis de la Fed mercredi soir. À tous un excellent week-end, et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.